Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition.
C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue. Nouvelle semaine sur Juste Milieu dans le Juste Bistrot. Nouvelle semaine, nouvelle coiffure. On va tout de suite éluder le sujet. Je sais que le poil, c'est un truc qui vous intéresse. On a fait un petit passage, un petit arrêt toiletteur ce matin. Pas mal de plaisir, beaucoup d'audace. Il y a eu un jeu de ciseaux assez chaleureux. Voilà, et j'embrasse Charlotte, l'incroyable Charlotte, à l'origine de cette coupe de cheveux. Merci. Merci à toi Charlotte, si tu nous écoutes. J'espère que vous allez bien les copains, que tout roule pour vous, que le week-end a été bon, plein de Tour de France, de barbecue, de rosé, de tourtel twist également pour ceux qui ont perdu le goût de la vie. Voilà, plein de plaisir. En tout cas, quoi qu'il arrive les copains, et on se retrouve plein gaz pour une nouvelle semaine, une jolie semaine. Pas de Tour de France aujourd'hui, c'est repos. Et demain, contre la montre. Donc autant vous dire que... on va pas beaucoup parler Tour de France là en début de semaine. Voilà. Et mercredi, petite surprise. Je dis pas. Petite surprise mercredi parce que je serai en direct sur une autre chaîne YouTube. Je ne dis pas plus, à 18h. Donc on va s'adapter. On va s'adapter. Donc voilà les amis, j'espère que vous, ça roule. Merci à Skunk Kamikaze qui vient de subprime le 3e mois. Merci à Hugo Block 010 le 14e mois. Ça c'est fort. Et Ryu Connor le 8e mois, merci beaucoup les amis. Voilà, et Isa Vivanco, c'est le 4e mois. Ça. On commence en fanfare. To start like a brass band. Je travaille l'anglais. En ce moment, je travaille l'anglais. Objectif worldwide. Objectif monde entier. Avec aujourd'hui, les amis, on va tout de suite y aller. On a des jolies choses à se dire. Je préfère vous le dire. La semaine est belle. La semaine est belle. La semaine va être cocasse. On va parler de cette histoire, nouveau rebondissement dans le duel avec nos amis fact-checkers. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais l'affaire Noé Jacomet. Mais on va en parler avec le sourire, vous allez voir, c'est que du plaisir. On va parler réchauffement climatique. Là, apparemment, il serait préférable de mettre votre cul directement sur un barbecue. Apparemment, on va mourir. Ouais, apparemment, là, c'est chaud. Là, on va mourir. Mais on va en parler. On va en parler dans l'esprit juste milieu, toujours, vous le savez. Et on va parler de libération. J'aimerais de temps en temps ne pas parler de ça, hein, vous le savez. Mais là, libération est encore dans la sauce. Ouais. Ah bah là, je veux pas leur faire de faux procès, hein, de dire oui, libération pro-pédophile. Mais il faut aussi qu'ils fassent des efforts. Parce que là, ça se voit, hein, ça se voit beaucoup. Donc on va en parler, ça va être l'instant grognon de la journée. Donc voilà, un joli programme pour commencer la semaine. Plein gaz, les amis, comme d'hab, jusqu'à 17h45, 18h, qui sait, voilà. Hein. Plus ça dure, plus c'est dur. Eh non, c'est souvent l'inverse. Mais merci à Glogan the Fish, qui vient de sub 12e mois. Merci Titi 973 W 11e mois également. C'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Voilà, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Je peux vous dire, il y a du gaz. Encore 2 semaines, full benzine. Et après, c'est les vacances. Première semaine d'août, ça dégage. Je suis pas là pendant une semaine. Ah, je vous le dis tout de suite. Ah non, faut que ça dégage. Il y a déjà des projets de visite à l'étranger. Tout ce que on va être Alsace, c'est bien. Ça va être sympa, reposant, pas trop chaud. Alors bon, apparemment, là les records de chaleur sont battus. Ah, ils ont dit en Australie, apparemment, il fait 1500 degrés. Je ne savais pas que c'était possible. À la météo BFM TV, ils ont dit si. C'est du jamais vu. En Espagne, 1 milliard de degrés à Madrid. Les gens cuisent immédiatement. Barbecue, hop. Caminando en la ciudad, hop. Ça passe. Apparemment, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Mais on va en parler. On va en parler, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous préviens, séchez vos larmes. La première semaine d'août, on sera sur du repos, on sera sur du vélo. Là, il y a 2 semaines, full vélo tous les soirs. Parce qu'en Alsace, il va y avoir des cols. Col du bonhomme. Ça va être pas mal. Enfin bref, on vous en foutez, mais je le raconte quand même. Merci à Poupskaya, qui vient de subprime. C'est la première fois. Petit nouveau, merci beaucoup. Petite nouvelle, je ne sais pas. Et Oli Morin 21. C'est le 5e. 5e mois, c'est bien. 5e mois, c'est sympa. Alors dans le chat, pas de poulpe en Alsace, Ryu Connor. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais t'inquiète pas. En Alsace, il y a de quoi faire. C'est 3 ans à Strasbourg qui te parlent. On aime le manger. On aime l'art bien fait, quand même. On aime ça là-bas, donc je sais que je ne vais pas en territoire. De toute façon, soyons clairs, c'est quand même l'avantage de la France.
tu peux aller n'importe où que ça mange. Ça mangeaille à foison. Ah ouais, t'inquiète pas. Ça, c'est vrai que c'est. On a un beau pays à ce niveau-là. Euh, Gab Venturi qui dit à côté de chez moi, viens boire un coup. Ouais, pourquoi pas, je sais pas encore où je vais atterrir. Faut trouver le camping. On va trouver le camping, puis on va voir, bien évidemment. Beryl Maria, pour la fraîcheur, la Réunion, c'est top en ce moment. Alors, si t'achètes le billet, je suis chaud. Je suis chaud. Sylvain Basto, moi, hello Rémi, je rentre de mon mariage dans le sud de la France, mais franchement, ça a été belle semaine à toi. Magnifique. Attends, est-ce que c'est toi-même qui t'es marié ou t'as rendu visite à d'autres gens? Auquel cas, félicitations. Neutron Lent qui dit barbecue, c'est parrilla en espagnol. C'est vrai, c'est vrai. Parrillada de pescados. Non, là, je te dis, c'est l'étranger maintenant. Je vise d'autres marchés. Faut aller plus loin. C'est trop facile maintenant. Hugo Block 010, des bisous du Japon, mon Rémi. Ici, 500 000 degrés, tu vois, pareil. Ah, au Japon, pareil que du coup, ça n'existe plus les sushis. Parce qu'ils cuisent automatiquement. Du coup, ça s'appelle du riz et du poisson, quoi. Apparemment, ils ont dit qu'ils ne parlent plus de sushi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Gataka qui dit le camping d'Aubernay. Alors, je cherche un camping. Je vous le dis, bon, on va faire l'instant booking. Il me faudrait pas trop loin d'un lac ou avec une piscine. Parce qu'à un moment donné, il faut se mouiller le fion. Sinon, par cette température, pas une piscine. Pareil que ça s'évapore immédiatement, hein. En fait, c'est des skateparks, les piscines, ils ont dit. Ouais. Les gens remplissent, ça disparaît. L'eau disparaît immédiatement. Donc ils font du skate dans les piscines. C'est fou. Non, 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 c'est très grave. Là, moi, ça me fait un peu peur. Là, il faut faire attention. Euh... Oli Morin 21, Rémi, seras-tu au Québec en septembre, première partie de Stéphane? Non, ça je peux d'ores et déjà vous le dire. C'est l'incroyable voyage de Stéphane au Québec. Non, non, ça je peux vous le dire, je pourrais pas de mon côté. Et puis voilà, c'est le succès absolu de Stéphane. Donc, non, non, sur ce coup-là, comme il le fait très bien, il sera en solitaire. Voilà. Euh... Léo 93 qui dit des tataki, c'est quand mi-cuit. Ah oui, saumon mi-cuit. Ah oui, on a des gens premier degré quand même. Non, non, mais oui, je plaisante, c'est vrai, c'est bon, hein. Arrêtez de parler de nourriture. Parce que là j'ai vu le Tour de France dimanche. J'ai vu comment ils faisaient. Si je perds environ 50 kilos, je peux peut-être progresser. Parce qu'ils sont pas épais, les gars. Ils sont pas épais. Et puis je suis fier comme tout. J'ai vu le Tour de France, j'ai eu un bidon. Je peux le dire. Ouais. Celui de Valentin Madois, champion de France. Je vous raconterai demain, je vais l'amener. Mais sous bonne garde, parce que j'ai peur comme le chip à un moment donné. Donc, les amis, vous êtes déjà nombreux, merci à vous d'être présents. On va y aller tout de suite sur les sujets du jour, parce que, bah oui, forcément, on se voit pas pendant un week-end, l'actualité continue. L'actualité continue, et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, avec une première actualité. Alors, je vais faire mon feignant. J'ai fait la petite capsule ce matin sur le réseau, vous l'avez peut-être vu, pour rattraper le sujet. On va commencer avec ça. L'affaire BPI France. Si vous avez aimé l'affaire du fonds Marianne, vous allez adorer, hein. C'est comme dans le milieu du porno. Tu sais, quand ton truc, c'est gangbang, Espagne, noir et blanc, la couleur du film, attention. Parce que Dimitri, je connais, vous naviguez dans des eaux sombres. Là, c'est pareil. C'est vraiment la même catégorie, ça va vous plaire. Si vous avez aimé l'affaire Marianne, vous allez adorer, hein, cette nouvelle affaire, l'affaire BPI France. Résumé des faits, en octobre 2020, hein, la Banque publique d'investissement lance un portefeuille à destination des particuliers, ticket d'entrée à 5000 balles, pour investir dans des entreprises, hein, françaises, cocorico, en temps de Covid, donc avec des valorisations malheureusement un peu plus basses, et une possibilité de rentabilité assez intéressante. Alors, petit hic, on vient d'apprendre par un rapport de la Cour des comptes que parmi les investisseurs, on avait 200 personnes employées par BPI France directement, dont le grand patron de BPI France, hein. Alors, à ce moment-là, hein, parce que ça ressemble beaucoup quand même à une prise illégale d'intérêt, le patron avait dit non, non, c'est pas du tout illégal, la preuve, je l'ai fait moi-même. Voilà. Alors, léger problème, c'est qu'ils ont relancé, hein, le projet BPI France Entreprise 2, un deuxième volet identique pour l'investissement des particuliers. Et là, par contre, ça a bien été mentionné par BPI France, interdiction pour les collaborateurs d'investir. Voilà. On est au début de quelque chose, on a hâte d'avoir cette nouvelle série à la Netflix dans le gouvernement. Voilà, donc je trouve que c'est, voilà, toute objectivité, c'est quand même très bien résumé. C'est assez, j'aurais la modestie d'appeler ça du génie, hein. On va être très clair. Du génie Bastier, également la journaliste qu'on salue. Donc voilà, vous avez résumé l'affaire, c'est Marianne, une fois de plus. Franchement, le journal Marianne, on dira ce qu'on veut, effectivement, avec derrière l'ombre de Daniel Kretinsky, le propriétaire et compagnie. Mais il y a du gros boulot. Il y a du gros boulot, et là, il faut tirer le coup de casquette. Marianne, le journal Marianne, qui a révélé ça, enfin l'hebdomadaire Marianne, qui a révélé ça, et affaire à suivre, hein. Donc voilà, la BPI, donc la Banque publique d'investissement, pour ceux qui ne suivent pas, c'est un organe public
qui a en gros du pognon pour investir et soutenir des entreprises françaises idéalement. Donc voilà, c'est en lien quand même avec le pouvoir en place. Et là, c'était voilà, ça a été brillamment résumé, c'est assez tendu. Donc on verra hein, ce qui va être fait. Petite précision, le ministre qui a poussé cette initiative en octobre 2020, juste avant octobre 2020, n'est autre que Bruno Le Maire. Voilà. Donc je ne sais pas en fait, je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, honnêtement. À quel moment Emmanuel Macron ou la justice va se dire bon, là, faudrait peut-être qu'il démissionne ou qu'il soit éloigné du pouvoir. Est-ce qu'il faut qu'il mange une grand-mère en place publique pour que tout le monde se dise bon, là, c'est fait, là, c'est beaucoup. Hein, on va quand même songer à une lettre de démission. Il se passe enculerie sur enculerie et ça va. Ça nivelle la saloperie en fait. Et petit à petit, tu te dis bon, hein, ça va, c'est bon. Hein, Marlène Schiappa qui est revenue hein, sur l'affaire du fonds Marianne. Alors, bon, là, on est à un niveau de culot. Sincèrement, j'ai déjà vu des ampoules qui seraient jalouses, qui sont gaulées comme elle d'ailleurs. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas méchant, mais tu vois, elle a dit, hein, elle a assuré ce dimanche que sa probité est intacte dans cette affaire. Elle soutient également que les accusations contre elle se sont dégonflées. Alors, en tout cas, elle manque pas d'air. Et voilà, hein, je ne souhaite à personne. Ah non, ça c'était en avril. Hein. Je salue la parution du rapport du Sénat qui émet un certain nombre de critiques, certes, mais surtout qui donne des recommandations pour la suite. Des recommandations intéressantes à mon sens, qui doivent être étudiées. Voilà. Donc rappelons quand même ce qu'avait dit hein, le principal rapporteur. Quelqu'un qui a exercé des responsabilités. Excusez-moi, mais pour quelqu'un qui a exercé des responsabilités ministérielles pendant plus de 5 ans, c'est soit on se moque du monde, soit on assume. Et je pense que qu'il y ait des loupés et qu'on les explique dans le cadre d'une commission d'enquête, c'est parfaitement entendable. J'ai envie de dire, ça peut m'être parfaitement honorable. Mais la manière dont la ministre a passé son temps à éviter de répondre aux questions, à se défausser, voire même lorsque, à 2 reprises, poliment, elle m'a expliqué ne pas comprendre ma question, je trouve que ça n'honore pas la personne qui était auditionnée et son témoignage. Voilà, donc ça c'est ce qu'a dit quand même le rapporteur. Président d'ailleurs, je ne sais plus quel est son poste exact. Et Marlène Schiappa te dit là-dedans il y a du positif. Parce qu'il fait le constat qu'elle a dupé son monde et qu'elle a joué à l'idiote. Et elle a dit c'est positif. Parce que ça s'est vu. Donc je dois bosser pour réussir encore mieux à passer pour une imbécile. C'est la magie. C'est pour la magie. Hein. C'est pour ton pays. Hein. C'est ça. On est là-dedans. C'est ce qu'il faut se dire en fait. Je pense que si on tente d'interpréter la réaction de Marlène Schiappa, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que clairement la commission d'enquête démontre qu'elle a joué à l'imbécile pour cacher ce scandale, que ça s'est vu, qu'elle a tenté de duper son monde et que ça n'est pas concevable. Alors, on touche à la limite de la notion de commission d'enquête. Hein. C'est un scandale d'État, avéré, reconnu par les gens à la tête de la commission d'enquête. Elle est toujours en poste. Donc on voit bien qu'en plus, ces commissions, on en parle beaucoup dans les médias, ça prend de l'ampleur, mais ils n'ont aucun pouvoir d'action au bout du compte. Donc, on a une supercherie à plusieurs niveaux. Hein. C'est un millefeuille à la merde. Je suis désolé pour les plus gourmands, on a l'heure du goûter, mais je suis désolé, c'est comme ça. Et Marlène Schiappa, sa réaction, elle est lunaire. C'est-à-dire que, je prends un parallèle, ça n'a rien à voir, c'est pour la bonne blague. J'aime le goût du bon mot, j'aime la galéjade. C'est un criminel, tu vois, serial killer. Monsieur, on vous arrête parce que, bon, quand même, vous avez dépecé 14 personnes. Et on a trouvé du sang sur les lieux du crime. Et le mec te dit, bon, effectivement. Alors, ils ont dit qu'il y a... Oui, 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 il y avait des crimes, la peau, oui, oui, des morts. Mais je trouve qu'il y a du positif. Parce que la prochaine fois, je ferai attention à ne pas laisser des murs, enfin du sang sur les murs de l'hôtel Kyriade de Montélimar, ce qui aujourd'hui fait que j'aurais pu me faire chipper, tu vois. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est vraiment lunaire. Et c'est là où Marlène Schiappa
ne peut pas jouer à l'idiote parce qu'elle ne l'est pas. Et je vous jure, loin de moi l'idée de la prendre, enfin de la défendre. Mais ils sont malins. Ils sont malins. Ce sont des anguilles. Ce sont des anguilles. Ils jouent aux abrutis, mais on n'arrive pas à ce poste-là comme ça. En tout cas, je ne peux pas le croire. Peut-être par naïveté, mais je ne peux pas le croire. C'est beaucoup trop fastoche. Mais ce qu'on voit dans le même temps, c'est qu'on a un scandale clair, avéré, renseigné, démontré en direct live, en prime time. Euh, et on a, voilà, tranquillement, le secrétaire d'État qui dit oui, 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 oui. Et la commission d'enquête qui ne peut absolument rien faire malgré le fait qu'elle ait démontré le scandale. Donc voilà, voilà un petit peu les amis du côté du gouvernement ce qu'on a. On a une autre vidéo un petit peu sympa hein, pour vous dire, alors tout va bien en France. Je dis pas que c'est de la com permanente. Je ne peux pas faire ce procès. Attention, maintenant je suis prudent parce que j'ai un nouveau copain qui m'est tombé dessus. Mais ça va peut-être être vraiment un copain, on va voir. Je vais vous en parler juste après. Clément Beaune, ministre des Transports, avec Olivia Grégoire, poissonnière mythomane, qui sont contents parce que... bah, je vous laisse deviner, parce que ça ne s'invente pas. Beaucoup mieux que l'an dernier, où nous avions vécu un certain nombre de difficultés avec les bagages, avec les contrôles aux frontières, avec les contrôles de sécurité. Et les choses iront mieux encore et doivent encore aller mieux dans les mois qui viennent, grâce à une action et une mobilisation générale qui a fait que nous avons renforcé les effectifs de police aux frontières grâce au ministère de l'Intérieur. Plus de 500 effectifs sont mobilisés supplémentaires sur les aéroports parisiens, grâce aux efforts de renforcement des contrôles de sécurité, grâce aux efforts que fait le groupe Aéroport de Paris pour mobiliser cet été près de 2000 personnes pour accueillir, guider les passagers, grâce à des choses très concrètes, on l'a vu, comme des scanners qui vous évitent d'ouvrir votre bagage et de vider votre sac quand vous partez en vacances. Tous ces petits détails mis bout à bout font que la chaîne de la qualité de l'accueil en France est en train de s'améliorer. Et notre objectif, c'est qu'elle soit, dans les années qui viennent, la meilleure du monde. Voilà. Les aéroports, les aéroports de Paris fonctionnent bien. Allez. Voilà. Puis en plus, tu as vu, on a des scanners. On peut voir scanner tes bagages et tu n'as même pas à ouvrir ta valise. Alors oui, ça fait 20 ans. Mais arrête un peu, parce que c'est bien. C'est bien. Ça va, on arrive à trier les bagages dans les aéroports en France. C'est un motif de satisfaction. Voilà. Clément Beaune, il n'y a pas longtemps, lui, sa lutte, c'était contre les trottinettes. Maintenant, c'est la gestion des bagages. Ça va. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais je vous dis ça à moitié en vanant, parce que c'est intéressant. Et c'est là où, quand je vous dis qu'ils sont malins, quand tu détruis tout, tu t'enorgueillis de rien, vu qu'il reste plus rien. C'est-à-dire, bon, tu défonces l'école publique, si ces pompes à vélo sont toujours au pouvoir d'ici quelques années, enfin, lui, Édouard Philippe, Gabriel Attal, enfin, le gang un membre du gang des escrocs qu'on a sous les yeux, ou d'ailleurs la droite, ou d'ailleurs la gauche, qu'importe, ils déboîtent tout, ils détruisent tout. L'école publique, par exemple, c'est une cata. Tu verras que c'est guignol dans 10 ans. T'en auras un qui te dira, écoutez, nous constatons des progrès assez clairs, assez manifestes. Aujourd'hui, nous avons notamment des données sur l'école publique qui démontrent que les enfants apprennent à compter avant même l'âge de 18 ans. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, nous, avec tout le gouvernement, nous sommes particulièrement fiers des efforts qui ont été faits par les équipes pédagogiques et cela démontre déjà des résultats. Hein. Rappelons quand même qu'en 2025, les enfants n'arrivaient plus, ne savaient pas compter avant l'âge de 30 ans. Voilà. Et là, on a des progrès assez clairs. Je vous jure que cette scène peut arriver un jour. Je l'abuse peut-être, parce qu'il y a de la blague. Mais au fond, pour être sérieux 30 secondes, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tu détruis tout et tu t'enorgueillis de ce qui reste. C'est-à-dire, pas grand-chose, quoi. Et là, c'est Emmanuel Macron. Là, c'est le pouvoir en place. Donc, il faut se rendre compte quand même. Parce que je veux bien qu'on se pisse dessus en permanence en tant que Français, à dire, ouais, la France, c'est pas si bien, on n'est pas fiers de notre pays, machin, machin. C'est un autre débat. Mais on a un ministre des Transports qui est content que les aéroports arrivent à trier les bagages. Je sais pas si on s'en rend bien compte, en fait. Du niveau du truc. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Tu vois. Les JO de Paris, on va être content si on arrive à les organiser. Ces mecs-là vont vous dire, ouais, non, franchement, putain, pas un attentat,
tous les matchs ont été tenus. Voilà, on en est là. On a Elisabeth Borne qui vient d'officialiser la notion d'homicide routier. Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. C'est pas de la blague. Pour elle, c'est une révolution. Là, en 6 mois, Elisabeth Borne, elle a fait des homicides routiers. Voilà. La création d'un délit d'homicide routier. Voilà. Le changement est surtout symbolique puisque les actions restent exactement les mêmes. Puisque les sanctions restent exactement les mêmes. C'est BFM TV qui dit ça. Donc même BFM TV pointe du doigt l'inutilité des mesures du gouvernement. Donc là, franchement, c'est une prostituée qui trouve que tu es habillé de manière vulgaire. C'est un peu excessif. C'est un peu beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. Mais ça passe. Comme dirait Pandi Panda, on est bon. On est bien. On est très très bien. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Donc, non, cette semaine, on va avoir de jolies choses à se dire. Petite parenthèse avant d'aborder les 2 gros sujets, avant d'aborder le réchauffement climatique. Là, on va mourir. Et Libération. La Libération, définitivement, dans une lutte acharnée pour la pédophilie. Pardon. Là, je ne sais pas. Mais petite parenthèse, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, les amis. Il y a nouvelle aventure, nouvelle péripétie, un certain Noé Jacomet, que je ne connaissais pas, qui m'est tombé dessus, voilà, avec une vidéo. On met quelques petits extraits. Je prends un extrait sur l'affaire Joe Biden, par exemple, voir un petit peu le travail, au demeurant fort sympathique. Vraiment, vous allez voir ce que je veux en dire. Bougez pas. Mais un petit extrait, puis je vous mets le lien de la vidéo en entier, bien sûr, si vous voulez jeter un œil. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut pas filer un coup de pouce. Je vous mets le lien. On regarde ça 1 minute ou 2. C'est vrai qu'il y a les histoires du fils de Joe Biden, un consommateur connu, comme Gérard Larcher, lait de charcuterie, mais apparemment il n'y a pas de lien. Donc affaire à suivre. Donc si vous n'avez pas suivi cette histoire, effectivement, on a trouvé de la coke dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, qui est bien, comme le dit Rémi, l'aile occupée par le président américain, en l'occurrence Joe Biden. Et ici, ce qui est intéressant, c'est ce qui est omis par Rémi. Et quand on connaît pas, on pourrait s'imaginer qu'il y a juste le bureau ovale et 2-3 pièces. Alors qu'en fait, non, l'aile ouest, c'est grand et c'est très fréquenté. Il y a des tas de gens qui travaillent là, aussi bien le président que le vice-président, leurs différents conseillers, le porte-parole de la Maison-Blanche, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, et le staff respectif de tous ces gros bonnets. Donc ça fait quand même des effectifs, tout ça. Et c'est sans parler des différentes salles de briefing, des salles qui sont dédiées aux journalistes, et celles qui sont ouvertes au public. Autrement dit, il y a des tas de gens qui travaillent et qui passent là tous les jours, y compris des touristes. Mais bon, Rémi, ça l'intéresse pas tellement de préciser tout ça. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est seulement certains éléments de cette histoire. Comme le fait que le bureau ovale est dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Ce qui est vrai, c'est un fait. Mais c'est un peu léger comme argument, non? En tout cas, si on veut dire que c'était effectivement la coco de tonton Biden, ça me semble un peu léger. Je sais pas, transposons ça à un autre cas. Vous êtes convoqué au tribunal, oui monsieur, il y a eu un meurtre à côté de chez vous, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? On est d'accord, c'est ridicule. C'est pas parce que ça se produit près de toi que t'es forcément le coupable, si. En plus, franchement, dans son état de délabrement avancé, vous voyez vraiment Biden taper des rails de C au calme? Toujours sur cette même affaire, un autre fait que Rémi tient à rappeler, Hunter Biden serait amateur de drogue. Et ça aussi c'est avéré. Hunter Biden, le fils de Joe, a effectivement des problèmes d'addiction et a fait plusieurs cures de désintox. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je sais pas, t'as une info qu'on n'a pas? Le fils Biden était là le jour où on a trouvé la coke? Ah non, attendez, Rémi précise. On dirait de la cocaïne, ça ressemble à de la cocaïne, mais ils enquêtent, c'est peut-être pas ça, on sait pas. Alors c'est vrai que il y a les histoires du fils de Joe Biden, un consommateur connu, comme Gérard Larcher, lait de charcuterie, mais apparemment il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lien, pourquoi t'en parles? Bon, vous l'aurez compris, tout ça c'est un peu des questions rhétoriques, parce qu'en fait, ce que fait Rémi là, c'est qu'il brosse dans le sens du poil une partie de son audience qui a une petite tendance à la conclusion hâtive. Alors on parle de conspi, on parle de complotiste, etc. Moi j'aime pas trop ces termes, parce que ça trahit un peu la réalité, à savoir que on a tous ces tendances-là en nous, à des degrés divers. Donc j'ai pas du tout envie de jeter la pierre à tout discours critique vis-à-vis de ce qui est retranscrit dans les grands médias. Je pense même que c'est tout à fait salutaire dans certains cas. Et on a vu justement pendant cette même période Covid que le discours par exemple sur les masques était teinté de duplicité. Et on se souvient par exemple de cet article de Mediapart qui en avait parlé assez vite, et donc ça c'est important. Pour autant, je vois d'un œil assez critique cette façon de faire là, qu'on retrouve sur la chaîne Juste Milieu. Parce que en plus c'est toujours fait d'une manière pas très explicite. Et Rémi peut dans beaucoup de cas se cacher derrière le fait qu'il y a une visée humoristique dans sa démarche, c'est même un peu le slogan de sa chaîne, et carrément il pourrait éventuellement se cacher derrière le fait qu'il n'affirme rien et qu'il ne fait qu'envisager des choses ou poser de simples questions. Et cette attitude elle est un peu hypocrite parce qu'elle sous-entend, un peu comme le fait par exemple Pico, que tant qu'on prend pas des positions de façon explicite, on est neutre. Or en fait non, les questions que tu poses, elles peuvent être clairement orientées, elles peuvent véhiculer une pensée. Si par exemple je croise Rémi et que je lui demande alors Rémi tu tapes toujours ta femme, c'est pas neutre comme question. Il y a tout un tas de choses qui sont transmises de façon implicite, on est d'accord. Et en rhétorique ça c'est ce qu'on appelle une question piège, une question qui est chargée de tout un tas de choses
implicite. Et la méthode de Rémi sur sa chaîne, bah, c'est un peu celle-là. Mais attendez, il n'était pas un peu amateur de coke, le fils Biden? Attention, hein, je ne fais que poser des questions. Voilà, petit extrait de la vidéo. Alors, fort sympathique. Je vous avoue que hier, au début, j'étais grognon. Mais je vous raconte tout. Parce que il y a du positif. Et il y a de la lumière, vous allez voir. Moi, je rentre du Tour de France. Donc, sincèrement, j'étais heureux comme un pape. J'avais mon t-shirt, bien sûr, Leclerc à poids, Madame Milieu, pareil. Donc, autant te dire, à la douane, on s'est fait zioter de manière un petit peu curieuse. On était heureux comme tout. J'avais ma gourde Valentin Madouas, FDJ. J'avais mon Bob Skoda. J'avais mangé du saucisson. J'avais mangé des chips. Mais j'étais heureux, moi. J'étais heureux. Et là, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un message sur Twitter. Enfin, c'était même avant de rentrer. Zioclo qui me dit, oui, est-ce que tu veux que j'organise le débat avec je sais pas quoi? J'ai dit, oh là, voilà, attends, pourquoi il saute sur l'occasion pour prendre du clic? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu la vidéo. J'ai dit, attention, je regarde pas ça avant de rentrer chez moi. Donc, je rentre chez moi sur la route, mip mip, c'est parti. Et j'arrive à la maison, on range le bordel. Et je dis, bon, je vais regarder la vidéo. Et j'ai regardé la vidéo. Je t'avoue, au départ, la réaction, c'est, oh putain. Il y a encore quelqu'un qui trouve que je suis un enculé, mais qui ne va pas me le prouver. Et au bout d'un moment, non, mais au bout d'un moment, pourquoi pas, tu vois? Je ne l'exclus pas. Mais donner des billes, donner des éléments, les copains. Enfin, on y va, tu vois, on y va vraiment, un travail sérieux et tout. J'ai regardé la vidéo, j'ai pas trouvé ça tout à fait sérieux, mais c'est pas grave parce que vous allez voir. Parce qu'après, il y a eu, comme d'hab, hein, disons que bon, on peut dire tout ce qu'on veut, et vous le connaissez à la maison, je suis ouvert au débat. Donc au contraire, pour qu'il y ait les débats, sans qu'on sorte de ça en étant d'accord, mais juste pour construire le désaccord, justement. Et j'avais demandé à Rudi Reichstadt, il m'avait dit non, primum non nocere, alors apparemment, il doit être en train de s'épiler les genoux, on n'a plus de nouvelles pour le débat, j'ai déjà relancé, donc bon, ça va. Et là, j'ai fait pareil, comme d'habitude, tu vois, monsieur Noé Jacomet, j'ai vu sur Twitter, j'ai dit, bah écoutez, pas de problème. Enfin, en précisant quand même, parce que bon, que je passe pour un abruti, d'accord, mais il faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit, ou à l'inverse, ne me faire pas dire ce que j'ai dit. Hein, parce que le truc Hunter Biden, dans la mesure où moi je m'adresse à des gens qui font leur boulot, et qui font leur boulot, qui suivent l'actualité attentivement, le fait que Biden était présent moins de 2 semaines avant la découverte de cocaïne à la Maison-Blanche est acté. Même ABC News en a parlé, tout ça, c'était acté. Donc voilà, je me suis juste permis de rappeler sur Twitter, hein, j'ai les tweets, je sais pas si c'était hier soir, je sortais de la douche, tu vois. Donc, j'étais tranquille, mais voilà, tu vois, hop, avec grand plaisir pour un débat en direct avec vous, machin et tout. PS, Hunter Biden était en visite à la Maison-Blanche peu de jours avant la fameuse découverte. Pas de lien direct, évidemment, juste un soupçon. Au plaisir de débattre des autres points bientôt, mais faites votre boulot si possible. Parce qu'à un moment donné, je joue un petit peu de l'épaule aussi. Mais, et alors là, ma surprise générale. Je dois vous avouer, ma surprise générale, on s'échange quelques petits tweets avec Noé Jacomet, public, hein, vous pouvez regarder ça sur le Twitter de Juste Milieu. Et je lui donne mon adresse mail et il m'a écrit. Il m'a écrit ce matin ou hier matin, je sais plus. Ce matin. Et donc ce débat va se faire. Ce débat va se faire. Un échange tout à fait sympathique, tout à fait cordial, où on est bien d'accord qu'on ne sera pas d'accord, a fortiori, mais on va pouvoir débattre de ça, débattre effectivement des faits. Alors, il y a en l'occurrence l'histoire de la cocaïne, mais il y a également l'histoire du portefeuille d'identité numérique. Et on va pouvoir, en gros, il y a un match, et ce sera peut-être le titre de la vidéo qui risque d'être un peu chouette, en tout cas j'aime bien. Ce sera dubitationnisme versus conspirationnisme ou complotisme. Donc, je dois franchement, et je tire mon coup de casquette, le débat n'a même pas eu lieu, que je suis déjà très content. Et bravo, merci à Noé Jacomet d'ouvrir la porte, on va le faire. Donc, normalement, il y a une date, je vous la donnerai quand elle sera sûre de chez sûr. Ce sera avant la fin du mois. Ce sera en direct sur Twitch. Parce que l'idée, c'est que ce soit sur le terrain le plus neutre possible. Alors, par souci d'audience, soyons clairs, et si ça peut filer un coup de main à son boulot, qui est au demeurant sympathique, ce sera sur Juste Milieu. Donc, ce sera en direct sur le Twitch de Juste Milieu. Et la rediffusion, elle sera sur les deux chaînes, normalement, comme ça tout le monde pourra en profiter. Donc voilà, je veux le faire pour éviter le piège ou je sais pas quoi. Enfin, d'ailleurs, il n'y a même pas de piège, je veux dire. Je le fais chez moi, mais en vrai, on s'en fout. L'idée, c'est que voilà, ça puisse se faire tout à fait sympathiquement. Je pense que ça va être intéressant. Et donc, moi, franchement, coup de casquette à Noé Jacomet, parce que le truc est calé. Alors, on sera content quand ce sera fait, mais c'est chouette parce que je pense qu'on ne sera pas d'accord.
Mais au moins, on aura ce débat-là, on va discuter. De toute façon, c'est pas un combat de boxe, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Là, on fait juste avancer des idées. Je vais pouvoir répondre quand même à la vidéo parce que bah, je suis attaqué, c'est un grand mot, pas d'accord. Je suis épinglé, disons. Mais enfin, quelqu'un qui accepte le débat. Et moi, je vous avoue que je suis tout à fait content. Je suis très content. Et j'ai hâte que ça se fasse. Et c'est aussi pour ça que euh, j'invite à surtout ne pas faire d'attaque personnelle ou quoi. J'ai déjà vu des gens sur Twitter qui s'en prenaient à lui et je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça donne des prises. Là, on veut débattre des faits, on veut débattre sérieusement. S'il y a des insultes et tout, ça peut être une prise en mode bah ouais, mais ta communauté est constituée de gens méchants. Donc ça, voilà. Nous, on est humaniste. Juste mieux, vous savez, on est humaniste. Alors, dites dans le chat que vous en pensez là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je prends vos commentaires. Euh, Ryu Connor, je l'ai trouvé mesuré dans ses propos. Bon joueur le gars pour Gaëtan du 44. Dylamix, c'est le but du débat, c'est tacler l'autre débatteur pour le clash, je regarderai pas. Ça, vous connaissez la maison, c'est pas du tout le genre. Hyde Kane, les excuses bidons qu'il sort tiennent pas debout et ça pue la mauvaise foi. Bizarrement, j'ai beau chercher partout, il n'y a pas de coke chez moi, probablement un hasard. Bah, c'est pour ça aussi, c'est aussi pour ça que je veux faire le débat, pour parler vraiment des arguments qui, pour certains, me semblent aussi fragiles. Zabou 1961, fais gaffe au guet-apens. Le biscuit corps, tu vas encore te faire piéger comme chez Zioclo. Non, c'est pour ça que cette fois, la situation est contrôlée et prévue et organisée avec Noé. Au moins un qui veut débattre pour 15,57. Uchas99, je te regarde de temps en temps, j'aime beaucoup ce que tu fais, merci beaucoup. Laurent 2200, bonjour Rémi, Noé veut des abonnés, il faut le comprendre, vivement le débat. 31 Guildur, 31, excellente idée. Et lui au moins ne t'a pas encore insulté, ça c'est vrai. Fléau 93, toujours intéressant de faire des débats pour avoir des avis différents. Calimero 75018, son business est de critiquer, il se base sur votre notoriété. Mais ça en vérité, je trouve enfin honnêtement, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. C'est bien, enfin, je vous le répète à longueur de Twitch que je suis prêt à débattre avec tout le monde. Si je débattais en fonction du nombre d'abonnés, je serais un guignol. Là, c'est aussi à moi d'assumer ce truc-là. Je vous l'ai déjà dit que moi je suis ouvert à tout le monde. Son nombre d'abonnés, honnêtement, je m'en cire, quoi. C'est pas le sujet. Si ça peut lui profiter, tant mieux, ça lui profite. Et puis, soyons clairs, hein, je veux dire, si on va au bout de raisonnement à la Rudi Reichstadt, là où je le trouve courageux, hein, soyons très clairs, hein, c'est que si on fait du raisonnement à la Rudi Reichstadt, qui m'avait reproché, parce que j'étais allé sur TVL, d'être d'extrême droite, je sais pas quoi, complotiste, ben, vu que Noé Jacomet va venir débattre sur Juste Milieu, Rudi Reichstadt, si on va à ce niveau-là intellectuellement, qui est très bas de plafond, on peut lui reprocher la même chose. Donc finalement, je trouve ça surtout plus courageux pour lui, enfin plus courageux de sa part que de la mienne. En vérité, moi je suis déjà une pompe à vélo pour beaucoup. Donc si vous voulez, ça va pas changer grand-chose. Et même si durant ce débat, bah, il me fout à poil intellectuellement, à la limite, je vous le dis, moi c'est quelque chose qui me plaît, que je trouve intéressant. Parce que sinon, je suis tout seul dans mon couloir et puis je continue à penser mes trucs. Ça peut être intéressant de aussi se faire remettre en question, de se faire secouer. Et c'est précisément ce que je vais chercher. Je vais chercher ce duel-là par souci intellectuel. Parce que sinon, je vais avoir une pensée atrophiée et une pensée de fact-checker. Avec ma grille de lecture, je regarde le monde comme je veux, et puis j'ai toujours raison. Non, là, l'idée, c'est justement de se faire un petit peu secouer, si tant est que ce soit le cas, ou l'inverse, mais en tout cas, que tout ça soit intéressant, bon, pour les spectateurs, bien sûr, pour nous aussi, et que surtout, ça soit pas un match de boxe, au contraire. Euh, parce que c'est pas du tout le but du jeu. Donc voilà, non, non, sincèrement, moi, je suis très content, et j'ai vraiment hâte, parce que c'est courageux de sa part, parce il peut se faire tomber dessus, et on peut dire, ah, il est allé chez Juste Milieu, donc c'est un néo-nazi. Si on se met au niveau de Rudi Reichstadt, on va tomber là-dessus, donc pusher, je le plains d'avance. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'idée. Donc, par contre, je vous demande une chose, les copains, et on le redira de toute façon. C'est pas un combat de communauté, c'est pas un match de foot, c'est pas un match de boxe. C'est vraiment quelque chose qui, on l'espère, enfin qui contribue, on l'espère, à nous faire sortir par le haut. C'est-à-dire qu'on va essayer de se livrer à un exercice qui a cruellement manqué au moment du Covid, et on était les premiers à le pointer du doigt, c'est le débat contradictoire, la construction des désaccords, et là c'est ce qu'on va faire. Donc je veux surtout pas, et honnêtement ça me rendrait grognon, si au moment du Twitch, et même en amont sur les réseaux et tout, je vois des insultes et tout, franchement c'est con, et honnêtement vous me tirez une balle dans le pied. Je peux comprendre qu'on soit grognon ou pas, mais ça me tire une balle dans le pied, et ça ne rend service à personne en vérité. Donc on va faire vraiment du juste milieu. Yano 5 qui dit j'espère qu'il est plus smart que celui qui t'a traité de connard. Bah, ça on verra, hein. C'est aussi c'est le risque du jeu, mais il faut le faire. Il faut prendre. C'est même pas un risque d'ailleurs. Au contraire, c'est positif.
c'est positif parce qu'on va au bout de la démarche. On peut pas juste débattre avec des Florian Philippot, avec des Divisio, avec des gens avec qui on est d'accord. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est très bien, mais on peut pas faire que ça. Donc non, non, ça va être chouette. Voilà, Matt Lozed, magnifique métaphore. J'espère que ça va se mettre pétard sur pétard comme Vingegaard et Pogacar. Mais j'espère aussi, c'est tout le but. Mais en tout cas, voilà, ça va être très intéressant et merci à Noé Jacomet. Normalement, c'est avant la fin du mois, juste avant, mais quand je vous donnerai la date exacte quand c'est fait. Donc voilà les copains. On va aller sur les deux sujets du jour, on n'a même pas commencé, tu vois. On va tout de suite sur les deux sujets du jour. Et le premier, alors là, pareil, là, on va faire du juste milieu parce que Sandrine Rousseau, elle a dit c'est grave. Le réchauffement climatique, alors rappelez-vous, on va commencer avec ce tweet, parce qu'on va commencer et finir, en fait, c'est le fil rouge. Ce tweet, rappelez-vous de Sandrine Rousseau la semaine dernière, reprenant une information notamment de BFM TV qui montrait qu'il faisait 60 degrés au sol en Espagne. Sandrine Rousseau avait retweeté 60 degrés, et en fait avec un tweet mensonger qui diffusait une fake news, parce qu'elle faisait croire qu'il faisait 60 degrés dans l'air, ce qui n'est pas vrai. Et ce matin, elle a répondu sur BFM TV, du Sandrine Rousseau dans le texte. On commence à en avoir quand même un petit peu marre. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 degrés au sol. Donc voilà. Alors déjà, j'en avais fait un autre avec la carte qui mentionnait que c'était au sol et j'ai fait exprès de le supprimer pour faire celui-ci, pour alerter sur la situation. Oui, moi, je veux faire un effet wake-up, c'est-à-dire je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur qu'a ce réchauffement climatique. Quitte à ce que, dit Serge Jacquat, prendre quelques libertés scientifiques. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 degrés au sol. Donc voilà. Après, et que finalement, on en ait parlé tout le week-end, est aussi une manière d'alerter sur ce qui se passe actuellement en Espagne, mais ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Californie, ce qui se passe dans tout le sud de l'Europe. Voilà, donc on est en fait, et c'est l'angle avec lequel je veux le prendre, on va être tout de suite très clair, voilà, alerte fact-checker, on va être très clair. L'idée n'est pas de dire tout ça ne sont que des foutaises, c'est pas vrai, il neige partout, qu'on soit bien d'accord. Alors, même si c'est le cas, effectivement, il pleut à divers endroits, notamment en France, pour autant, je suis pas certain que ce soit un argument, d'ailleurs, ni dans un sens ni dans l'autre, hein, c'est-à-dire... Oui, il peut pleuvoir en Bretagne, c'est pas pour autant qu'effectivement on constate des températures moyennes ces derniers jours supérieures à ce qu'on a pu voir les années précédentes. C'est pas du tout l'idée de savoir qui a raison, qui a tort, vous connaissez la maison. On peut objectivement reconnaître des évolutions climatiques et tout le débat est de savoir quel est l'impact réel de l'activité de l'homme, comment on peut lutter et autres. Et c'est précisément ça aujourd'hui, l'angle d'attaque que je vais avoir avec vous, c'est ce niveau de cagolerie intellectuelle que l'on attend. Et en fait, Sandrine Rousseau, cette séquence qu'on vient de voir, résume parfaitement ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. Et Sandrine Rousseau fait cet aveu terrible, terrible, qui est que, bon gré mal gré, on peut dire n'importe quoi, tant qu'on a ce wake-up effect, et surtout qu'on fait peur aux gens. On va mettre les pieds dans le plat, j'ai pas envie de vous dire j'ai vérifié à tel endroit, c'est un peu plus, c'est un peu moins. On a eu cette vidéo par exemple de BFM TV qui nous dit 52, voilà. Chacun leur tour, ils posent fièrement devant ce thermomètre qui affiche jusqu'à 56 degrés. Quasiment un record de température en Californie. Voilà, BFM TV qui fait le reportage, la vallée de la mort, hein, parce que c'est vrai qu'avant elle s'appelait la vallée super agréable où il fait méga bon vivre. Bon bah là elle s'appelle la vallée de la mort et il fait très chaud. C'est vrai, il fait très chaud. Bon alors, effectivement les records de température des années précédentes étaient dans les mêmes clous, mais bon, bref, on va pas s'amuser à disséquer point par point et tout. Mais ce qui me rend dingue dans cette situation-là, et l'élément sur lequel je peux me permettre de m'exprimer en tant que citoyen observateur, parce que sur les autres éléments, effectivement, on est sur des questions plus techniques qui nécessitent de vrais débats, et qui nécessitent de refuser l'hystérie qui règne autour de ce sujet, d'ailleurs, qui s'est réinvité dans les débats depuis 15 jours. Vous noterez que pendant les émeutes, personne parlait de l'impact du réchauffement climatique sur tous les magasins qu'on brûlait, par exemple. Mais bon, on va pas tout mélanger. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la séquence qui revient énormément. On en parle partout, tantôt l'Espagne, tantôt la Chine, tantôt les États-Unis. On prend l'exemple qui permet le plus d'illustrer. Ce matin, on avait, quand je me levais, on avait sur BFM TV un mec qui était à Naples, plein cagnard, en train de dire oui, effectivement, il fait chaud à Naples. On a eu
Ce monsieur, alors ça m'embête beaucoup parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais qui est quand même une incroyable pompe à vélo, enfin médiatiquement. Patrick Pelou qui nous a dit ça. Ah bah bien sûr, vous n'êtes pas fait du tout pour vivre à 48 degrés. Et surtout, vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où en fait ça tue. Bon, alors, il y a plusieurs types de canicules. C'est-à-dire en fait, quand elles arrivent lentement, les corps s'habituent. Mais quand ça arrive brutalement, c'est là où c'est un véritable massacre pour les personnes, comme vous le disiez, les plus fragiles, dont ceux qui sont souvent les plus malades et aussi ceux qui sont les plus pauvres et qui ne peuvent pas se protéger de la chaleur. Voilà, donc Patrick Pelou, hein, le fourre-tout de la question sanitaire médiatique, dit-il en chemise manche longue, pleine cagne. Patrick Pelou, rappelez-vous quand même, parce que bon, il est expert en tout, en fait. Dès que ça touche à la santé, il est expert. C'est quand même ce monsieur qui nous avait dit au moment du Covid, maintenant on le sait, ce sont les non-vaccinés qui vont mourir. Rappelez-vous cette séquence. Hein. On sait qui va mourir là de cette vague. On le sait. C'est ceux qui ne seront pas vaccinés. On sait les populations à risque, etc. Donc il va falloir à un moment faire un choix. Voilà, donc on s'en rappelle, bien sûr, aucune atteinte à sa crédibilité, ne parlons même pas de poursuite en justice pour ce qui est une véritable fake news, alors qui s'est vérifié avec le temps. Hein. C'est vrai que le problème, c'est que les médias ont instauré le règne de l'immédiate fake news, qui ne peut se vérifier qu'avec le surplomb moral dont disposent les médias, qui vont vous dire, bah, on a décidé que c'était une fake news. Oui, mais comment pouvez-vous dire que c'est une fake news sur une question de temps long, par exemple une question sanitaire. T'occupes pas de ça. Donc voilà, ce monsieur est toujours là, il n'a aucune crédibilité, je suis désolé, quand bien même c'est un monsieur exemplaire qui était présent au moment des attentats de Charlie Hebdo, en tout cas qui était dans la bande de Charlie Hebdo à ce moment-là, qui a eu des fonctions très importantes par le passé, qui a eu une aura sur la question sanitaire française, mais aujourd'hui c'est devenu médiatiquement une pompe à vélo qui sert le discours dominant de manière relativement aberrante. Hein, maintenant, on sait, ce sont les non-vaccinés qui vont mourir, dont acte. C'est presque l'inverse qui s'est passé avec ces fameux chiffres interdits dont il ne faut pas parler. Donc au bout d'un moment, ça devient ridicule. Le voilà maintenant qui s'exprime sur la question médiatique. Donc c'est cette peur qu'on installe parce que il n'y a pas trop d'autres sujets, tu vois. Bon, l'Ukraine est en train de s'écrouler, on voit bien que le bloc occidental est en train de perdre ce conflit malgré toutes les armes qui sont envoyées. Le Covid, c'est un petit peu chaud parce que là, même eux, ils n'osent pas en faire des caisses, donc il faut faire peur. Il y a eu les émeutes bien sûr en France, mais il faut maintenir les séquences qui font peur pour maintenir la population comme ça dans un état d'hystérie mentale où c'est tout le temps dur. Et là maintenant, c'est le réchauffement climatique. Sandrine Rousseau, à l'origine d'une fake news sur Twitter, cette histoire de 60 degrés au sol, qui arrive et qui vous explique, oui, alors bon, effectivement, grosso merdo, c'était pas ça, mais en même temps, au moins, ça a marqué les esprits. Donc, son aveu est fondamental. C'est dommage de la mettre une fois de plus au centre des débats, mais c'est ce qu'elle sait faire. Et là, personne ne vient mettre, au centre des débats le fait que Sandrine Rousseau soit actuellement, il faut juste que je vous retrouve, soit actuellement sous le coup d'une enquête ouverte. Législative 2022, Sandrine Rousseau a-t-elle fraudé? Une enquête ouverte après une plainte et un signalement. Une enquête a été ouverte concernant l'inscription sur les listes électorales à Paris de Sandrine Rousseau, indique le parquet ce lundi 10 juillet 2023. Donc là encore, petite parenthèse, mais quand on a des élus qui sont au centre de poursuite ou d'enquête, et on peut dire que c'est régulier, on voit bien en plus la duplicité des médias qui mettent en lumière les affaires qu'ils veulent bien. Cette dame-là est sous le coup d'une enquête. Et elle vient s'exprimer à la télévision et dire n'importe quoi. Et elle assume tellement d'être dans la bêtise, et la bêtise qui est sa dernière caution pour exister médiatiquement, qu'elle dit, mais c'est de la bêtise que naît la prise de conscience. Donc, de fait, ce que nous dit Sandrine Rousseau, là, on va pas la prendre pour un symbole, hein, c'est une sorte de Greta Thunberg qu'aurait viré néo-féministe, tu vois, en se coupant les cheveux courts et en disant « je suis engagé ». Ça va pas très loin. Mais ce que dit Sandrine Rousseau, c'est que, au fond, même si c'est pas vrai, il faut le dire. Donc demain, il fait 1000 degrés à Rome. Voilà. Oui, mais c'est pas vrai, Madame Rousseau. Oui, mais au moins les gens ont vu qu'il faisait 1000 degrés à Rome. Non, mais c'est pas vrai.
Non, mais au moins, les gens parlent de réchauffement climatique. Ah, d'accord. Donc c'est vrai que très bonne vanne d'Aurélien Matou dans le chat, mais c'est le bon terme, elle déconstruit le climat. C'est exactement ça. En vrai, merci à toi, camarade, c'est exactement ça. Elle déconstruit le climat. Et l'effet qui se coule de ça, c'est que, effectivement, l'évolution climatique, qui est extrêmement dangereuse, qui est une catastrophe qui se produit sous nos yeux, qui est une cause qui déjà n'est pas assez prise en compte. Et en plus, on a des idéologues opportunistes qui viennent piétiner ce qui reste de crédibilité à cette cause, et donc retarder la prise de conscience nécessaire. Et ces gens-là se prétendent écolos. Mais ce sont eux qui éloignent les gens de la cause écologiste, et de la cause écologique d'ailleurs. Ce sont eux. Donc c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. C'est ces escrocs du climat qui viennent pointer du doigt, qui utilisent la gravité d'une situation pour servir leur agenda politique. Mais c'est à se demander s'ils en ont sérieusement quelque chose à foutre. Parce que leur peur qui s'installe, mais je vous dis, qui est sidérante, hein. Il y a mille et un exemples. Là, c'était quoi? On a eu Christophe Béchu, lui, c'est quoi? C'est ministre, ministre de l'écologie, je crois. Ce matin, tu vois, il nous a expliqué pareil, c'est grave. Tout à fait, ça rejoint en particulier le site que nous avons mis en ligne il y a quelques jours, qui s'appelle vigio.gouv.fr et qui permet à chaque Français, en tapant l'adresse où il est en vacances, l'adresse où il vit, d'avoir immédiatement à la fois l'état de la réserve en eau disponible là où il est et les consignes, voire les restrictions, voire les interdictions qui s'appliquent en fonction du niveau des eaux et des décisions préfectorales qui ont été prises. Voilà, donc ça, je suis bête, je l'ai montré au mauvais moment la séquence. Dites-moi si j'oublie de reparler de Christophe Béchu. Merde, il y a la lumière qui s'éteint, tu vois. Ah non, mais c'est la fin de l'abondance, hein. On peut le dire. On peut le dire. Là, vous avez vu, on parle de ça, c'est... Hein, il est où le trou? Paf. Bougez pas, je me remets la lumière. Hop. Voilà. Dites-moi rappelez-moi de parler de ce monsieur, si j'oublie. Mais pour rester sur le domaine de la peur, et vous montrer un autre exemple, mais on va pas faire ça pendant les plombs, mais Libération ce matin, le champ lexical de l'article est hallucinant. Libération, on va beaucoup en parler aujourd'hui. D'accord. On a des trucs en fusion, tu vois, on a des mots comme ça. Ville infernale. On a quoi? L'Espagne est elle aussi devenue un four. On a des choses mais hallucinantes. Canicule mortelle et incendie majeur. Une vague de chaleur qualifiée d'oppressante. Tu te débrouilles avec ça. Les habitants décrivent un enfer sur Terre. En Asie, vague de chaleur et pluie diluvienne. Enfin, la situation est d'autant plus alarmante que le Japon fait également face, dans le sud-ouest, aux pluies les plus abondantes de tous les temps, selon le service national de météo. On a, loin de moi, je le redis parce qu'on ne sait jamais, tu as sûrement un Rudi Reichstadt qui traîne par là, loin de moi l'idée de dire que tout ça est faux. C'est une analyse de surface sur le traitement de tout ça. Donc, d'un côté, on a des politiciens qui font avancer leur agenda, quitte à nuire à la cause. On a des médias qui entretiennent un climat de peur, sans mauvais jeu de mots, qui est complètement sidérant. Et pendant ce temps, ce qui est quand même passionnant, et c'est le troisième niveau, enfin il y a 4 niveaux. Pendant ce temps, et le quatrième, c'est Christophe Béchu. Tu vois, je réfléchis en parlant. Déjà, je réfléchis, c'est une bonne nouvelle. Le troisième niveau, c'est que, et c'est ce qui me sidère dans la situation actuelle, c'est que ces mêmes cagoles dans les médias, les intervenants, les experts, les politiciens, les politiciennes, ce que vous voulez, ces mêmes cagoles qui n'y voyaient pas grand-chose à redire au moment de la Coupe du Monde du Qatar 2022, concernant les stades climatisés, tout ça, qui disaient oui, non mais bon, voyez-vous, bon, hein, qui avaient beaucoup de mal à se mouiller. Là, par contre, Madame Chomblard, elle va en prendre plein la gueule. Parce que les réserves en eau, tu comprends, il fait chaud et tout. Donc, en plus, et c'est là où, et en fait, la partie 3 rejoint la partie 4, on est en plus dans un agenda politique qui semble relativement clair, en tout cas dans des projets politiques, à savoir un accroissement du contrôle de la population, un accroissement de la maîtrise de l'État sur le rationnement de tout ce qui est alimentaire, alors en l'occurrence qui est
approvisionnement en électricité, on l'a vu à l'hiver, en eau, en tout ça. Alors, c'est très long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, ce bon vieux Noé Jacobet, on en reparlera, qui me reprochait de parler de portefeuille d'identité numérique et de le rapprocher du crédit social, alors que ça n'est pas dit comme tel. Oui, mais évidemment que ça n'est pas dit comme tel. Tout ça s'inscrit dans le temps long. Il faut d'abord faire accepter l'idée, et quand elle arrive, les gens ne percutent même plus qu'il s'agit de ce qu'ils redoutaient auparavant. Ça peut prendre des décennies. Mais en tout cas, pour ce qui est du contrôle accru de l'État sur l'approvisionnement en matières premières et pour satisfaire les besoins primaires des citoyens, ou en tout cas les besoins importants, on voit que tout ça va dans le même sens. Le Qatar 2022, Sandrine Rousseau, on l'a pas beaucoup entendu. Je ne vous dis pas qu'on ne l'a pas entendu, mais c'était un petit peu plus timide que les balivernes qu'elle va nous raconter ce matin sur BFM TV. Et pourtant, là, ces gens-là, ils viennent pointer du doigt Madame Chomblard en disant « Mais Madame Chomblard, vous êtes une énorme pute, vous ne vous rendez pas compte du réchauffement climatique. Éteignez tout, arrêtez de vous doucher, arrêtez tout. » Par contre, le Qatar, c'est roue libre. Par contre, les dirigeants de ce monde qui se retrouvent dans des sommets internationaux et qui viennent tous en jet, ça passe. La ministre espagnole, par exemple, vous allez voir, cette séquence, vous l'avez peut-être vue, on ne l'a pas montré la semaine dernière. La ministre de l'Environnement espagnole, Teresa Ribera, qui s'est rendue à un sommet environnemental à Valladolid, donc en plus en Espagne, elle descend de son jet privé et regardez ce qu'elle fait une fois descendue. Elle se met sur un putain de vélo. Elle se met sur un putain de vélo pour qu'il y ait 2 séquences médiatiques où on dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est engagée ?» Donc, politiquement, tout ça est de la cagolerie. Dans la grande majorité des cas. Combien d'écologistes que vous voyez sur la scène médiatique ont déjà mis leur avant-bras dans le cul d'une vache? C'est un raccourci, un poil rapide. Mais quand on avait du José Bové, quand on avait des gens comme ça qui vous parlaient d'écologie, déjà tu regardes les mains du gars, tu regardes les mains de la personne, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres à cette époque-là, hommes comme femmes, ben c'est de la main qui a travaillé la patate, tu vois. C'est de la main, t'as des doigts, ils sont épais comme des tubes de plomberie, tu sens que ça a déjà mis les mains dans le terreau, cette affaire. Tu vois. Et que quand on te parle d'écologie, ben là on est pas mal. Là c'est pertinent. Sandrine Rousseau, voilà. Si l'écologie, c'est 2 pauvruches sur le toit de l'Opéra de Paris, on n'est pas prêt de bouffer à la fin du mois. Donc, l'agenda de la néo-écologie est une immense escroquerie, dont le but, me semble-t-il, est un but ultra-libéral qui n'est pas du tout en contradiction avec ce qu'on pourrait par facilité appeler l'agenda du World Economic Forum. J'aime pas trop, parce que là, tu as vite fait d'être rangé complotiste. Mais c'est dans le livre de Klaus Schwab. Moi, j'ai lu, sur le livre Great Reset, où il explique cette vision néolibérale, ultra-libérale même, voire malthusienne par moment, où effectivement, l'État doit contrôler le plus possible à la fois les libertés individuelles, parce que de grandes menaces arrivent dans notre monde, pandémie, guerre et autres, et contrôler également l'énergie. L'approvisionnement en énergie parce que de grandes menaces arrivent. Mais quand on a quand on a une exacerbation de ces menaces en disant « ça y est, elles sont déjà là », alors que factuellement, ça n'est pas vrai. Les écolos et les ultralibéraux vont exactement dans le même sens. Sandrine Rousseau, demain, vous mettez en place un pass eau, où chaque personne a droit à une certaine quantité d'eau par jour. Sandrine Rousseau, il verra un progrès de l'écologie. Le camp ultralibéral, il verra un progrès du contrôle des populations et de l'optimisation des ressources. Mais au fond, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils vont dans le même sens. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec cette peur incroyable qui est mise en place, avec ces agendas politiques que l'on présente comme opposés, mais qui vont dans le même sens, tout ça, au fond, pousse à la réalisation de ces nouvelles sociétés qu'on redoute tant. Alors que c'est comme au Covid, comme en temps de Covid, si on va un petit peu vite en besogne, on tente des parallèles qui ont plus ou moins de sens, mais en temps de Covid, bien sûr qu'il y avait une menace de Covid, bien sûr qu'il était nécessaire d'agir au plus vite, mais la réalisation du pass sanitaire et puis du pass vaccinal comme ça a été mis en place, quand on voit à la fois l'efficacité et à la fois l'intérêt réel de la mise en place de ces outils, on est en droit de se poser des questions. Et sur le combat néo-écologique actuel, c'est la même chose. On voit bien qu'on a des outils qui sont mis en place.
qui vont dans un sens qui n'est pas que celui de la préservation de la planète, parce que oui, il y a urgence à agir. Mais ce que je vous dis là, avec ces nuances-là, ne sont pas entendables pour bon nombre de médias, et je ne parle même pas des fact-checkers, qui s'étoufferaient à la vue de cela, tu vois. Parce que j'essaie de mettre de la nuance, tu vois. De dire oui, il y a urgence, mais non, ces outils-là ne vont pas dans le bon sens. Parce qu'ils font avancer un agenda qui n'est pas celui de la sauvegarde de la planète. Et si tant est que ce fut réellement la volonté de ces dirigeants, pourquoi ils ne s'en prennent pas d'abord aux primo-responsables de la catastrophe écologique que nous avons sous les yeux? Il me semble plus que l'empreinte écologique d'une ville comme Chartres est peut-être secondaire par rapport au rôle de Total. Et pourtant, Patrick Pouyanné, PDG de la boîte, ah ben lui, en fait, il a la Légion d'honneur. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Et pareil, on a Manon Aubry ce matin. Ben elle nous a dit quoi? Attendez, il faut que je vous retrouve ça. C'est encore du plaisir. Attendez, qu'est-ce qu'elle nous a dit sur cette histoire? Ah oui, non, c'est là. Voilà, Manon Aubry, dans une nouvelle proposition, elle veut qu'on appelle les vagues de chaleur avec des noms particuliers, et elle nous dit, appelons la vague caniculaire Pas totale. une vague de chaleur que l'on vit à l'heure actuelle. C'est la conséquence directe de l'action politique et de l'absence de régulation aussi des industries fossiles. Et vous savez, quand il s'agit de catastrophes climatiques, quand on a des tornades par exemple, on appelle souvent ces tornades, on leur donne un prénom. Moi, je vous fais une proposition ce matin, c'est que chaque vague de chaleur, on l'appelle du nom de ses responsables, à commencer par les entreprises fossiles. On pourrait appeler la première vague de chaleur du nom de Total, qui fait partie des entreprises fossiles, qui est à elle seule. Voilà, tu vois. Voilà le niveau des propositions. Alors, là encore, c'est toujours cette nuance à apporter. Au fond, et je serais contradictoire de vous dire l'inverse, oui, Manon Aubry pointe du doigt Total. Donc, tu vois, je l'ai dit il y a 2 minutes. Donc elle le fait, je ne vais pas dire c'est de la merde parce que c'est LFI, ce qu'on pense parfois de ma part. Au contraire. Mais je veux dire, c'est quoi ça en fait? C'est quoi ce niveau politique? Elle est députée européenne ou elle gère une pataterie dans le Val-de-Marne? Enfin, ils sont au pouvoir, ces gens-là. Ils incarnent des formes de pouvoir. Et c'est quoi la proposition? Renommer les vagues caniculaires. Il y a eu un tweet dans la foulée pour venir en soutien de Sandrine Rousseau. Alors là, la NUPES, elle existe, hein. Là, elle existe. 52,2 degrés en Chine. Et la polémique, c'est l'alerte de Sandrine Rousseau plutôt que l'inaction climatique criminelle de ceux qui nous gouvernent. Voilà. Donc on est dans la même trajectoire. C'est-à-dire, on dit n'importe quoi, mais en même temps, vous avez vu, l'urgence, elle est quand même là. Donc, dire n'importe quoi nous permet que les gens que les gens prennent conscience du sujet. Mais non, ils prennent juste conscience que vous êtes des guignols qui se prêtent à une danse du ventre permanente et à celui qui dira la plus grosse connerie. Mais pendant ce temps, que font-ils de plus que le citoyen lambda qui regarde BFM TV? Ils font pas beaucoup plus, hein. Donc, enfin, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Et sauf que quand les sanctions vont arriver, mais ce sont les citoyens qui vont manger. Rappelons quand même qu'en temps de Covid, parmi les rares endroits où le pass sanitaire puis le pass vaccinal n'ont pas été imposés, il y avait quoi? L'Assemblée nationale et le Sénat. Ils s'en branlent complètement des sanctions qui vont arriver. Il faut quand même que vous le gardiez en tête. J'appelle pas à la révolte, à l'inverse de la France insoumise, mais il faut quand même le garder en tête. Toutes ces mesures-là, on peut les regarder et dire ouais, ce sont des idiots, ce sont des machins, mais ça va s'appliquer à vous, hein. Eux, ceux qui incarnent l'élite, mais s'en branlent. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, si demain, enfin, en temps de Covid, le fait qu'il ne puisse pas rentrer dans un McDo parce que non vacciné, ils s'en foutaient. Alors, là, pour le coup, je dis quelque chose, j'en sais absolument rien, parce que peut-être qu'il était vacciné, c'est pas le sujet. Mais au bout d'un moment, il faut prendre ça en compte, quoi. Il faut prendre ça en compte. Donc, Sandrine Rousseau, pendant qu'elle focalise l'attention en pensant mobiliser les esprits sur un sujet, elle ne fait que gagner du temps. Et peut-être même ne se rend-elle pas compte de l'agenda qu'elle défend. C'est le véritable danger. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une écologie, qui, peut-être pas Sandrine Rousseau directement, il faudrait retrouver les propos si elle l'a dit ou pas, mais de manière générale, cette néo-écologie étudie sérieusement la question de ne pas faire d'enfants parce que ça pollue. Alors, c'est un procès par extension, mais n'est-ce pas là non plus
un moyen de contrôle de la population. Si vous dites aux gens, ben vous avez droit à un enfant, parce qu'au-delà de deux, notre petite planète bleue va mourir. Alors c'est très sympa, hein. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des arbres, tu as l'impression d'aider la planète. Mais au fond, l'objectif est exactement le même que dans les pires fantasmes complotistes, où on te dit on a vacciné les gens pour les tuer. J'ai dit pire fantasme complotiste, je dis pas que c'est vrai, hein. Mais il faut être sérieux. Alors, il y a Télétravail Dream qui a défendu ça. Alors, je vais vous trouver des articles à l'appel, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui dans l'écologie. Alors bon, l'écologie américaine, je vous en parle même pas, mais Ouest France, 25 mai 2022, faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète? En 2017, une étude évaluait le coût climatique d'une naissance à 60 tonnes équivalent CO2 par an, soit 6 fois l'empreinte carbone d'un Français moyen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de là où on est, de là où on en est. On pèse le bilan carbone d'un individu. Mais tout ça est bénéfique. C'est là où il y a le jeu des morales, et le jeu de la morale. Et on retombe chez Nietzsche. La valeur morale des choses est donnée par ceux qui dominent. Ça n'est jamais le camp perdant qui donne la valeur morale des choses. Et là, on est en plein dedans. Donc, voilà, on divague. Et puis en plus, il y a deux sujets liés. Là, je viens d'avoir une transition parfaite pour mon jeu de fléchettes. Aller vers le deuxième thème. Alors, ça va aller relativement vite. Dites ce que vous en pensez, les amis. On va rebondir, hein, sur cet aspect moral des choses pour parler du deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous. 20K91 qui dit mais les jets et les yachts tranquillou, ça passe. Passe carbone pour Mood Z24. Mais effectivement, mais ces notions de passe, il faut le dire, il faut le rappeler, hein, ces notions de passe qui sont toujours présentées sous le plus bel angle. Et à juste titre, c'est de la communication, c'est du marketing. Le pass Covid, personne ne vous a dit c'est pour savoir qui fait quoi et quand. Parce qu'en soi, c'est le cas, hein. Le pass Covid, on vous a dit non, mais c'est pour sauver des vies. Vous voulez buter votre grand-mère? Ben non, vous ne voulez pas. Donc voilà. Donc c'est toujours ça. Et le pass carbone, ce sera pareil. Personne ne vous dira c'est un rationnement de la consommation des citoyens qui bénéficie aux entreprises. En tout cas, aux plus grosses entreprises. Rappelez-vous, quand il y avait eu le marché du CO2 qui avait donné lieu à des escroqueries monstrueuses. On retient toujours l'angle le plus positif possible. Et non pas qu'il n'y ait pas de positif dans ces initiatives. Là encore, je prends des pincettes parce que... Enfin, je prends des pincettes. J'ai cru comprendre que c'était pas clair pour tout le monde. C'est vrai qu'on sort un propos, même. C'est pas encore le débat. Mais bon, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et dans cette même veine, on va parler, hein, de... Allez, on y va. C'est l'instant grognon du jour. C'est l'instant grognon du jour. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce sujet-là depuis plusieurs jours. Et à juste titre, à mon avis. Hein, voilà, sans transition, on va vers le deuxième sujet. Alors, je prends juste un point d'Anival, c'est intéressant. Anival dans le chat qui dit « Je suis d'accord avec toi, mais je pense que sans diminution du niveau de vie général, des politiques compris, et de la population sur Terre, la vie ici va devenir impossible. Après, dans un monde sous pression des ressources de base, eau, nourriture, métaux, cela devrait se passer de soi. » Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, il faut l'assumer. C'est un discours qui est extrêmement dur, hein, notamment d'un économiste anglais qui s'appelle Thomas Malthus, c'était au fin 19e, me semble-t-il, qui mettait en avant cela, que la croissance n'est jamais, en tout cas sur le plan démographique, la croissance, enfin, non, même sur le plan économique, la croissance ne peut être infinie, dans la mesure où la croissance entraîne des hausses de démographie, parce que meilleur niveau de santé, meilleur niveau d'éducation, les gens vivent plus longtemps, plus de ressources pour la nourriture, pour tout ça, et donc on arrive forcément à un point où cette démographie doit être contrôlée. Ce que faisait la Chine de la politique de l'enfant unique, il y a plusieurs décennies, en Europe, on regardait ça avec des gros yeux en disant « Ah mon Dieu, c'est aberrant, regardez ces régimes dictatoriaux. » Mais quand, en tout cas certains penseurs écolos, et quand Ouest France publie un article, et d'autres, hein, publie un article pour peser le bilan carbone d'un enfant, on en est où en fait? On en est où? On est dans la même veine. Mais par contre, je dis pas oui, je dis pas non. Mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise par écologie, il faudrait faire attention, on est trop nombreux sur la planète. Mais le pendant de ça, on ne peut pas juste dire ça. Il faut dire, il faut contrôler à la fois les naissances et éviter que les gens vivent trop longtemps.
Il faut aller au bout du raisonnement. Parce que c'est pas une baguette magique de dire oui, effectivement, on sera trop pour la planète. Ben, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, et dans ce cas-là, il ne faut pas chialer quand, et là encore, je cède à un délire complotiste, complètement dingue, complètement fou. Là, je m'inscris en faux. Mais les gens qui pensent que le contrôle de la population passe par la recherche de la baisse de l'espérance de vie des gens, faire en sorte qu'ils vivent le moins longtemps, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors, point, point, actuellement, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui aux États-Unis. L'espérance de vie aux États-Unis recule. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Donc, on a un des pays les mieux développés au monde où finalement l'espérance de vie baisse. Chacun en tire ses conclusions. Oui, Jacomet, on dit, on réglera les comptes. Que j'évoque les questions sans aller au bout. Mais en allant au bout, moi je pense que si on va dans le sens écolo, qui est il faut contrôler la population, d'accord, mais ça ne s'accompagne pas de rien. Il faut dire, bah oui, effectivement, il est intéressant d'encadrer le nombre de naissances, de faire en sorte que les gens ne vivent pas trop longtemps. Il faut aller au bout du truc. Sinon c'est malhonnête. Donc, il est libre à chacun de choisir sa solution. Donc, on continue, les copains, sur le deuxième sujet du jour que je voulais évoquer avec vous, avec un article de Libération. C'est quand même pas de bol, hein. C'est quand même pas de bol. Libération, un article, alors pour tout vous dire, du 2 juillet 1997 qui est remonté à la surface aujourd'hui sur Twitter. Ça fait la polémique, hein, parce que on est voilà, dans cette ambiance, hein, j'ai vu le terme chez Idriss Aberkan, mais je crois que d'autres l'ont utilisé, de pédonégationnisme, et je trouve ça intéressant, ce qui accompagne la sortie du film Sound of Freedom. On en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas radoter aujourd'hui. On a quand même cette ambiance où effectivement ces sujets-là, il faut pas en parler parce que bon, bah, apparemment ça n'existe pas. Sur le film, hein, ils ont dit faut pas qu'il sorte en France. Il y a Le Parisien, Nice Matin, Libération, hein, qui ont dit c'est quand même un peu du complotisme et tout ça. Alors, ce matin, dans le bus, je me suis fait la réflexion, vous me dites ce que vous en pensez, mais pointer du doigt Sound of Freedom au motif de il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est vrai, dans ce cas-là, euh, ça s'appelle de la science-fiction. Et ça peut être présenté comme tel. Quand des films comme Men in Black sortent, récemment il y a eu Men in Black International. Tu vois, c'était quoi le nouveau c'était il n'y a pas très longtemps. 2019, Men in Black International. Pourtant, des complotistes, assurément demeurés, pensent que les extraterrestres existent. Donc, quand tu sors un film comme Men in Black, on peut avoir la même considération que Sound of Freedom. Ça peut être un film complotiste. Et là, ça a été autorisé. Il y a pas eu, enfin, personne, Libération n'a jamais dit oui, quand même, Men in Black, ils sous-entendent que des extraterrestres, ce serait dans notre société, qu'il y aurait des trains qui iraient sous terre à vitesse grand V, pouvant relier Londres aux États-Unis en 3 minutes. Je sais plus, j'ai vu le film, globalement nul, mais c'est pas le sujet. Euh, Quand Men in Black sort, personne ne s'insurge de la même manière. Il y a Blueby 3 qui dit tu nous fais un grand écart là, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, je suis convaincu et d'accord avec moi-même que ça n'est pas un grand écart. Soit ces films-là s'appuient sur la réalité, inspirés de faits réels comme le veut la formule, soit c'est de la science-fiction. Mais il n'y a pas d'entre-deux en disant c'est un peu vrai, mais c'est un peu du complot. Men in Black devrait être un film qui devrait attirer l'attention des journalistes bien sensés de notre pays et dire attention, c'est un peu complotiste. Il n'en a pas été le cas. Donc pourquoi Sound of Freedom? On dit ah ouais, mais ça va alimenter les théories complotistes. Mais dans ce cas-là, si c'est pas vrai, c'est de la science-fiction. Donc on s'en fout que les gens pensent que c'est vrai ou pas. Donc il y a bien une gêne autour de la sortie de ce film. Il y a vraiment une gêne et on le constate aujourd'hui. Un film qui fait mieux, on l'a dit la semaine dernière, que bon nombre de grosses sorties américaines et qui sortirait pas en France. Faut être sérieux, faut être sérieux. Donc c'est alors bien sûr, il y a la FAV 72 qui dit un grand écart sur la gravité de la chose, certes, mais tu as bien raison, Rémi. Je prends sur la forme, hein, bien évidemment, je compare pas les deux sujets. Vous connaissez la maison, je blague pas trop là-dessus. Donc voilà, il faut être clair sur ça. Merci à Scalpozette qui vient de subprime, c'est le 3e mois. Merci beaucoup. Il faut être au clair là-dessus. Donc ça me rend absolument zinzin. Et dans cette ambiance, parce que forcément, je pense que petit à petit,
les gens se disent, mince, mais pourquoi il rechigne tant à cela? Et on a Libération qui nous expliquait que Sound of Freedom était un film complotiste, hein, autour du trafic d'enfants, ça n'existait pas trop et tout. Un article est ressorti, un article, je vous l'ai dit, qui date du 2 juillet 1997. Titre: Pédophilie, où est la gêne? Chapeau. La pulsion pédophile existe en chacun de nous et les affaires mettent mal à l'aise parce qu'elles interrogent notre capacité à sublimer et à poser des limites à l'enfant. C'est écrit par Simone Korfsos, psychanalyste chargée d'enseignement à l'université Paris 7. Donc cet article remonte, il a 26 ans, un article à plus de 26 ans. Vous voyez, le compte Serfia, hein, sur Twitter qu'on a parlé, un compte avec 662 000 abonnés. On a des passages qui sont purement dégueulasses. Je vous en lien, on ne va pas tout lire, je vous mettrai le lien si vous le regardez. Tout cela fait partie de la relation qui s'instaure entre un adulte et un enfant. La pulsion pédophile existe chez chacun de nous, mais son devenir n'est pas le même chez chacun de nous. C'est la confusion de ces deux registres qui amène à l'impasse actuelle. Les bébés, c'est ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, mais aussi ce qu'il y a de plus terrifiant, car ils éveillent en nous, on pourrait dire, excitent en nous des émotions, des désirs et des fantasmes très intenses. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer, triturer. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut lire dans cet article. Je vous ai réservé la surprise. Ce matin, j'ai trouvé l'article sur le site de Libération, mais j'ai pas rechargé la page. J'ai attendu d'être en direct avec vous pour savoir s'ils allaient le retirer, hein, de la ligne ou pas. Et il est toujours dispo. Il est toujours dispo. Apparemment, c'est quoi Hard Refresh? Comment on fait? C'était la F5. Merci à toi. Belle intervention. Avec plaisir. Le technicien. Non, c'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne. Je vous envoie le lien si vous voulez jeter un œil de votre côté, mais me semble-t-il, c'est toujours en ligne. Donc, voilà, alors, c'est un vieil article, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je vous lis pas d'autres articles parce que franchement, c'est purement et simplement dégueulasse. Mais venant de gens qui arrivent moralement à vous dire Sound of Freedom et du complotisme, alors qu'ils ont publié et publient encore sur leur site internet une tribune qui explique que finalement tout le monde a envie de pénétrer des bébés, va falloir qu'on parle sérieusement. Parce que Libération, qui s'érige en autorité morale, on a l'habitude, mais tu vois, là, il n'y a pas de censure. Par contre, là, je mélange volontairement, bon, tant qu'on est dans le registre de la presse, Geoffroy Lejeune dans le JDD, c'est un scandale. Et la rédaction de JDD fait la grève depuis 3 semaines. Est-ce que la rédaction de Libé va faire grève suite à ça, en fait? Je pose la question, c'est juste pour savoir. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et très bonne question, tiens, on va regarder ça ensemble, de Lorenzo 1227, qui était rédacteur en chef en 1997. On va regarder, on va absolument regarder ça. Je fais les recherches avec vous, hein, en direct. Alors c'est... Alors attends. Est-ce qu'on a la liste dans l'ordre? Juillet 2006, c'est encore avant. 2000, Libération, Libé 3. Est-ce que si quelqu'un a l'info, hein, dans l'ordre, chacun son truc. Alors c'est l'historique. Peut-être qu'il y a un tableau directement. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Je le trouve pas. Non, on va tous farcir, c'est pas grave, hein. On est là pour bosser, hein. Ça, c'est la fondation. On est en 1978, 1979, 80, 82, 101. Frédéric Fillou devient directeur de la rédaction de Libération de février 99 à 2000. S'en rapproche. Le contrôle financier du journal est alors pris par le groupe Chargeur de Jérôme Sédou à hauteur de 65%. L'IV3, bon, ça fonctionne pas. Apparemment, Serge Julie, hein. Imagine, Serge Julie, l'équipe de direction est vivement critiquée par d'anciens acteurs du monde. Ouais, ça a l'air d'être plutôt Serge Julie à cette époque-là. Ça a l'air d'être cette époque-là. On est en 97, l'article que je viens de vous montrer. Si on va sur la page de Serge Julie. Directeur de Libération, jusqu'en
Depuis 1993, il fait partie du club Le Siècle, comme Laurent Geoffrin, qui lui a succédé à Libération. Le 13 juin 2006, Serge Joly annonce être prêt à quitter le journal à la demande du principal actionnaire Édouard de Rothschild en raison de la situation financière du journal. Il quitte le journal le 30 juin 2006. Donc ça devait être lui. Ça devait être lui avant que Laurent Geoffrin lui succède, j'imagine. Donc voilà, qui va demander des comptes à Serge Joly, hein, qui est encore de notre monde. Pour l'instant, l'article n'est pas enlevé. Alors, c'est une tribune, rappelons-le, donc ce n'est pas directement écrit par des journalistes de Libération, mais c'est une tribune toujours en ligne, toujours présente, qui n'a pas l'air de les déranger. Sound of Freedom, c'est grave. Une tribune dans laquelle on écrit que tout le monde a envie de pénétrer des bébés, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus, sincèrement. Là, je vous avoue, bon. Oui, je suis grognon, on peut le dire. On peut le dire, je suis grognon. Affaire à suivre, honnêtement. J'ose espérer qu'ils vont avoir la décence de le retirer. Mais bon, au point où on en est. Et puis, on va pas redire tout ce qu'on a dit déjà la semaine dernière sur la normalisation de tout ça. Et comment dire. Je sais même pas quoi vous dire. Honnêtement, ça me désole. Ça me désole sincèrement. Donc voilà. Voilà les amis. Sur ce que je voulais vous dire, aujourd'hui on finit sur une note de grognonnerie, décidément. C'est le thème du moment. Les amis, il est l'heure. Il est l'heure de la fin de l'école, la fin de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne émission. On va se retrouver demain. De toute façon, il n'y a pas de secret. Demain, oui, demain. Demain, plus tôt, c'est ça? C'est plus tôt demain. Demain, c'est festoche pour Juste Culture. Ben. Ouais, on peut dire qu'on part de Lausanne à 18h. C'est à cause de lui. Ouais, ça Mais non. Tout est à cause de lui. Tout est à cause de lui. Demain, on attaquera du coup vers 16h15. 16h15, on attaquera un petit peu plus tôt. En plus, c'est contre la montre de vélo, donc on va pas se régaler. Et après la semaine, bien sûr, tous les soirs de la semaine, il y aura. Mais mercredi, surprise. Il y aura un petit Juste Bistrot, mais après Chaillot. Vous verrez. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain plein gaz, en pleine forme. Il y a Aldebaran 1 qui dit: je redemande, t'étais pas au col de la Forclaz hier? Non, j'étais juste après. J'étais après Saint-Ferréol et avant Serraval. C'est dans le col qui était même pas répertorié. Le col de je sais plus quoi. Voilà. C'est entre Saint-Ferréol et Serraval. J'étais entre les deux au début, c'était sympa comme tout. Voilà les amis. Bonne soirée, à demain, plein gaz. Vive la rigolade, vive la France. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout